Notre invité du jour, bonjour François Gemène, vous êtes Bonjour. politologue, chercheur et professeur spécialiste des questions de l'environnement, des géopolitiques de l'environnement, co-auteur des rapports du GIEC. Tout ça est très sérieux. On va parler avec vous d'environnement, d'écologie, de réchauffement climatique. Ça fait plusieurs années que l'on parle de ce fameux réchauffement climatique. Les événements de Malheureusement. ces dernières semaines nous ont montré des événements assez dramatiques. Une question. Est-ce que ces canicules ou ces incendies, ils sont exceptionnels ou bien alors il va falloir commencer à s'y habituer? Malheureusement, je crains qu'il ne faille commencer à s'y habituer et ça veut dire aussi à s'y adapter, donc à prendre des mesures structurelles. Le problème par le passé, c'est que nous avions tendance à considérer ces événements comme isolés, exceptionnels. Et donc, les événements passés, on les oubliait, on ne prenait pas vraiment de mesures pour s'adapter. Désormais, il faut réaliser que ces événements vont devenir la norme et donc que chaque été, nous allons connaître ce type d'événements. Ça veut dire qu'il faut désormais absolument déployer des mesures structurelles pour nous y adapter. Vous êtes en train de nous dire finalement que cet été 2022, c'est pas ce que l'on peut dire le scénario du pire. C'est pas du tout le scénario du pire, même si évidemment, par rapport aux étés précédents, on a l'impression d'avoir des températures extrêmes. Il faut se rendre compte que cet été sera sans doute l'un des plus frais des 10 ou 20 prochaines années. Et donc, les températures vont continuer à monter. Quoi que l'on fasse, avant notre mort, les températures ne vont pas baisser. On peut encore déterminer de quel degré elles vont monter, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ne baisseront pas. Alors c'est donc une confirmation des modèles de prévision qui ne datent pas d'hier, ou est-ce que ça veut dire que les modèles de prévision disaient vrai déjà? Les modèles de prévision disaient exactement vrai il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'au moment où ils étaient encore violemment remis en question, Absolument. notamment par les climato-sceptiques qui questionnaient la possibilité de modèles informatiques de prévoir ainsi le climat à 20 ou à 30 ans, chaque semaine qui passe nous apporte la confirmation empirique que les modèles étaient corrects. Et c'est ça qui nous permet de dire avec certitude qu'effectivement les choses ne vont pas s'améliorer pour les 20 ou 30 prochaines années. Les impacts sont déjà connus. Vous savez, quand on travaille sur le climat, c'est vraiment la seule profession dans la recherche où on espère chaque jour se tromper et malheureusement on ne se trompe pas. Ces climato-sceptiques, ils sont moins nombreux aujourd'hui? Je dirais qu'ils sont moins nombreux sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio, mais ils restent présents dans la population. Je pense que l'effet des climato-sceptiques, quand on les voyait beaucoup dans les médias il y a 10 ou 15 ans, c'était de semer le doute dans la population, de faire croire qu'il n'y avait pas de consensus scientifique. Et aujourd'hui encore, beaucoup sont convaincus qu'il subsiste un doute dans la population. Et aussi, beaucoup ne veulent pas changer. Ils ont bien compris que le meilleur moyen d'attaquer les politiques de transformation, c'était d'attaquer la science sur laquelle elle reposait. Alors la situation que l'on connaît aujourd'hui, comment en est-on arrivé là? Qui est responsable? La Chine, des pays moins développés comme l'Inde ou l'Indonésie, ou bien alors des pays très développés comme les États-Unis ou comme l'Europe, comme nous finalement? Qui est responsable? À qui la faute? Avant tout, les pays industrialisés. Et dans les pays industrialisés, ce sont les classes supérieures, les plus riches de la population. Il faut bien réaliser que les gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue et donc ils vont s'accumuler dans l'atmosphère à 20 km au-dessus de nos têtes. Le dioxyde de carbone, par exemple, qui est le plus commun, a une durée de vie d'au moins 100 ans. Ça veut dire que même si la Chine est aujourd'hui le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, avec environ 28% des émissions mondiales, eh bien, ça veut dire que historiquement, la plupart des gaz à effet de serre qui sont au-dessus de nos têtes, c'est des gaz que nous avons produits nous, nos parents, nos grands-parents et arrière-grands-parents. Des mesures qui ont été prises récemment par le gouvernement français, comme par exemple mettre une amende pour des commerces qui laisseraient les portes grandes ouvertes alors que la climatisation fonctionne à plein régime. La chasse au gaspillage énergétique est lancée. L'objectif, c'est de faire baisser la consommation d'énergie de 10% d'ici 2024. Est-ce que toutes ces mesures, ça marche, ça peut marcher ou pas? Ça peut marcher. Indéniablement, ce sont des mesures que je soutiens et des mesures qui vont dans le bon sens. Mais le problème, c'est qu'on rame aussi à contre-courant. En même temps qu'on annonce des amendes pour les commerces qui vont laisser leurs portes grandes ouvertes, on négocie un partenariat énergétique avec les Émirats arabes unis. Ça veut dire qu'on rame complètement à contre-courant puisque les Émirats arabes unis sont un des principaux producteurs de pétrole sur la planète. Et donc le problème, c'est que ces petites mesures qui vont dans le bon sens, mais qui reposent quand même largement sur les épaules des citoyens, risquent de ne pas être acceptées si les gens voient qu'on leur demande de faire des efforts, mais que par ailleurs, on continue à négocier des partenariats et des contrats avec les pays producteurs de pétrole. Si par ailleurs, les firmes pétrolières, charbonnières et gazières qui font des profits exceptionnels ne sont pas taxées,
eh bien, ça crée une confusion pour les gens. Il faut absolument que nous ramions tous dans le même sens. Alors justement, la population de l'Inde devrait dépasser en fait celle de la Chine dans quelques mois. Oui. C'est un pays qui est moins développé industriellement. Est-ce que ça ne devrait pas, est-ce qu'on ne devrait pas aider tout de suite ces pays les plus peuplés et potentiellement demain les plus pollueurs? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous restons concentrés sur nos émissions territoriales de gaz à effet de serre. Mais évidemment, le climat se fiche éperdument que les émissions soient produites à Paris, à Bangkok, à Delhi ou à Mexico. Bien sûr. Et on n'accorde pas suffisamment d'attention aux pays comme l'Inde, mais aussi comme l'Indonésie, comme le Mexique ou comme l'Égypte, qui demain risquent de devenir les gros émetteurs à leur tour, qui sont simplement plus pauvres aujourd'hui, mais qui, s'ils se développent de la même manière que nous sommes développés en Europe ou aux États-Unis, risquent de devenir des gros émetteurs. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine ont à peu près la même population. La Chine émet 4 fois plus de gaz à effet de serre que l'Inde. Donc ce n'est pas seulement une question de population, comme on le croit, c'est une question de trajectoire de développement. Et c'est pour ça qu'il y a urgence pour l'Europe à travailler avec ces pays, parce que la lutte contre le changement climatique, elle va aussi se jouer là-bas. Alors, on se dit qu'il y a urgence, vous venez de nous le rappeler. On se base exactement sur quels chiffres, professeur? Alors, on se base sur les chiffres qui sont synthétisés dans les rapports du GIEC. C'est-à-dire que tous les 5 à 6 ans, le GIEC fait la synthèse de l'ensemble des travaux publiés dans la littérature et notamment de l'ensemble des résultats des modèles climatiques qui sont des simulations informatiques. Il y en a plusieurs dizaines à travers le monde et donc on fait la synthèse de ces résultats pour établir différents scénarios d'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre et en parallèle d'évolution des températures et des impacts qui y sont associés. Qu'est-ce que vous espérez, vous, personnellement ou professionnellement, de cette fameuse COP 27 qui a lieu en novembre prochain, qui a lieu en Égypte, en Afrique, un des pays qui souffre le plus de ce réchauffement climatique? C'est très important d'organiser ces réunions en Afrique, effectivement, parce que ça permet de donner plus de poids aux délégués africains. Ce que j'en espère, d'abord, que tout ne va pas partir en vrille, pas l'expression, mais un des gros risques de la guerre en Ukraine, c'est que si on peut exclure la Russie de la Coupe du Monde de football ou de l'Eurovision de la chanson, on ne peut pas les exclure des négociations sur le climat. La Russie, ça reste le 4e émetteur mondial de gaz à effet de serre. Et donc moi, ce que je crains, c'est que la Russie ne bloque toute la négociation et ne fasse dérailler les mécanismes de coopération internationale. Donc si on peut préserver la négociation, ça serait déjà un grand point. L'autre point que j'attends, c'est que les pays alignent enfin leurs objectifs, leurs ambitions de réduction des émissions sur les objectifs de l'accord de Paris. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que l'objectif des 2 degrés, si on fait le compte, la somme de tous les objectifs nationaux, il ne peut pas être tenu. Et ces objectifs sont un peu comme des résolutions de Nouvel An. Donc il faut absolument que ces objectifs soient revus à la hausse et surtout qu'ils soient tenus. Merci infiniment, professeur Gemene. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement, co-auteur des rapports du GIEC. Merci d'avoir été avec nous.